L'année 2022 a fortement été marquée par la sécheresse. Les nappes souterraines et les cours d'eau étaient au plus bas. Depuis mai 2023, le schéma se répète. L'insuffisance des pluies combinée à la croissance des sols ne font pas bon ménage. Cela entraîne de nouveau la diminution des nappes souterraines, mais aussi des cours d'eau. La Moselle est particulièrement impactée. Malgré la pluie, le débit reste faible. Sur cette écluse, les mesures ont été modifiées pour s'adapter à la sécheresse des cours d'eau. Pour limiter la quantité d'eau qu'on prélève sur le cours d'eau pour alimenter nos dérivations, en période estivale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger la durée de l'éclusée. On va regrouper les bateaux dans les écluses. Quand on a plusieurs bateaux qui arrivent en même temps, on les fait passer en même temps dans l'écluse pour limiter l'impact sur le cours d'eau naturel et laisser l'eau dans le cours d'eau naturel pour préserver la biodiversité. Plus le temps est long pour notre éclusée, moins on prélève sur un temps court sur la Moselle et donc plus on préserve le fonctionnement normal et naturel du cours d'eau. Des mesures qui impactent forcément les frettes de marchandises et les bateaux de plaisanciers. Malgré la pluie abondante, ce lundi 31 juillet, 30 mm sont tombés dans le nord-ouest de la Moselle, des quantités d'eau insuffisantes pour remplir les nappes phréatiques. Là, en cette période de l'année, c'est vraiment la végétation qui puise le maximum d'eau dans ces sols superficiels. Et puis, on a aussi une part de l'eau qui s'évapore à nouveau grâce à l'ensoleillement. Et donc, il y a très peu de pluie, voire pas du tout, suivant les endroits, qui vont atteindre les nappes. Donc, voilà, il y a peut-être une petite quantité qui peuvent servir, mais ce n'est pas suffisant pour les recharger durablement. La préfecture de la Moselle maintient les restrictions d'eau et renforce les contrôles. Selon Météo France, cette pluie à répétition risque de se calmer à la fin de la semaine. Ce mercredi 2 août n'est pas un jour comme les autres, c'est le jour du dépassement de la Terre, date à laquelle l'humanité a consommé l'entièreté des ressources fournies par la planète en une année. Autrement dit, nous consommons plus que ce que la Terre peut nous offrir. Pollution, déforestation, surpêche et surtout sécheresse, les conséquences de cette activité humaine intensive, la Moselle n'est pas épargnée par ce dérèglement écologique. On l'a bien vu avec la sécheresse. On a vécu un moment où notre belle Moselle, elle s'asséchait. On avait des pelouses qui étaient complètement brûlées, on avait des arbres les plus jeunes qui souffraient, des bassins d'eau et des rivières qui devenaient complètement secs. Et même si aujourd'hui on se dit « Ah, il pleut et tout ça, c'est embêtant, je peux pas sortir, il fait moins beau », moi je suis bien content de l'avoir cette pluie, mais elle suffira pas. Il faut bien même 2 semaines de pluie, ça suffira pas pour remplir tout ce qui nous manque aujourd'hui, parce que c'est un déficit qui s'accumule. Le virage à prendre pour la Moselle, il est maintenant pour qu'on continue à être une terre verte, on continue à être un endroit où on trouve de l'eau, on trouve de belles forêts. Changeons maintenant, adaptons nos modes de consommation maintenant, ayons les politiques locales nécessaires pour protéger nos agriculteurs et nous protéger nous-mêmes. Dans le cadre de la maintenance de son réseau électrique, RTE remplace une ligne à haute tension de 63 000 volts dans la commune d'Hayange. 2,3 km de chantier pour assurer l'alimentation du site industriel du groupe Zarstahl en pleine expansion après avoir signé des contrats avec la Belgique ou l'Ukraine pour la livraison de 250 000 tonnes de rails. Entre autres chantiers, le réseau doit passer au-dessus de la Fensch au niveau du pont Molitor. Pour cela, RTE a dû tirer un nouveau tube entre 2 fondations créées en respectant l'architecture et la flore du lieu. Les travaux se termineront en décembre prochain pour un coût total de 7,5 millions d'euros. C'est la star de l'été, la glace. Ce laboratoire de Vitoncourt en fabrique depuis 15 ans. Pour réaliser cette crème glacée d'exception, cet artisan va chercher sa matière première. Salut, ça va ? Salut Joël, ça va ? Ça va. Dans cette ferme voisine. On connaît d'où ça vient, on sait comment que les vaches sont nourries, et puis après on sait que c'est du bon lait. Les vaches sont nourries à l'herbe, du foin de luzerne, et un petit circuit que son lait soit transformé dans le secteur, et puis il rentre dans un circuit court, quoi. Ce matin-là, il récupère 90 litres de lait. Ce lactose est ensuite mixé avec des jaunes d'œufs, de la crème, du sucre et bien sûr des arômes. Incorporé dans cette machine, le mélange est ensuite chauffé à 84 degrés, puis refroidi à moins 10 degrés. C'est la pasteurisation, c'est là où ça permet que le produit soit pasteurisé, et donc qu'il soit consommable pour tout le monde, qu'il y ait le moins de bactéries possible qui est dedans, quoi. 15 minutes après,
cette glace à la vanille est prête. Cette machine fait 10 litres, donc on sort 10 litres par 10 litres. Au total, plus de 80 parfums sont répertoriés sur la carte. Ça va des plus classiques, on peut avoir la vanille, chocolat. De toute façon, la numéro 1, ça reste la vanille, c'est toujours la vanille, tous les ans. Après, on a du chocolat, caramel beurre salé, pistache, c'est vraiment les classiques, là, avec la café. Et après, nous avons le sorbet fraise, citron, framboise, melon, mangue qui marche bien. Puis après, on peut avoir des extravagants. On va dire comme le sorbet et votre carré de bulle, de la glace au foie gras, mais ça, c'est plus pour les périodes de fête en hiver. On a la chocobon, vanille Kinder Bueno, donc on a vraiment pas mal de parfums. On retrouve ces produits dans sa boutique, mais aussi sur les étals des marchés nocturnes, des magasins de producteurs locaux et même dans l'assiette de certains restaurants messins. On a pris la vanille de Madagascar et la framboise. Et la dernière boule, ce sera sorbet citron. C'est les parfums qu'on vend aussi le plus. Depuis 2 ans, Hop. ce chef sublime cette crème glacée. Un peu de sucre glace. Là, on est sur un crumble spéculoos et on met des petits fruits avec. Voilà, elle est déjà très bonne comme ça, donc on la transforme pas plus que ça. Moi, j'ai travaillé plusieurs glaces et c'est vrai que celles-ci, franchement, elles sont très bonnes. Surtout la vanille, elle est incroyable, les fruits rouges, pareil. Colorées et onctueuses, les glaces de Vitoncourt n'ont pas fini de rafraîchir les plus gourmands. Les couleurs de la Bolivie mises en avant à Forbach pour la dernière fois. Depuis 15 jours, une délégation sud-américaine s'est entraînée au sein des infrastructures pour les Jeux Olympiques. Antoine a 20 ans et rêve d'y concourir. Pour leur dernière soirée en Moselle, les nageurs se remémorent des bons moments passés. De les choses plus jolies là, c'était la gare de Metz, la gare plus belle à France, et je crois que dans l'Europe, ça doit être de les plus belles. Le département de la Moselle, il nous a tout donné, alors c'était parfait, vraiment parfait, et je vais avoir dans mon cœur toute ma vie ces 15 jours. Dans son club de natation en Bolivie, il y a 4 nageurs qui ont été sélectionnés pour les JO de Paris. L'entraîneur a apprécié les qualités des installations à Forbach. Les conditions d'entraînement étaient superbes, l'eau était parfaite, la piscine parfaite, les horaires très bien aménagés. Nous avons une ligne exclusive de natation pour nous entraîner. Les jeunes étaient très heureux ici. Les Boliviens ont pu aller à la rencontre des jeunes Français, 2 cultures différentes, mais dont l'objectif reste le même, gagner. Mais le sport reste avant tout vecteur de lien social. Des jeunes qui découvrent un autre pays, qui découvrent pour la première fois l'Europe et qui retournent dans leur pays avec une autre vision du monde. Et c'est ça ce qui est intéressant au-delà du sport. Le sport rassemble, le sport fédère. Pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024, la piscine de Forbach est en bonne voie pour accueillir à nouveau l'équipe bolivienne, ainsi que d'autres délégations pour les prochains mois. À quelques jours de la reprise du championnat, le FC Metz continue de se montrer actif sur le marché des transferts. Annoncés fin juillet, Sadibou et Ibou Sané, 2 nouveaux joueurs en provenance de Génération Foot, ont été présentés à la presse ce mercredi matin. S'ils portent le même nom de famille, les 2 Sané n'évoluent pas au même poste. Le premier est défenseur central, le second attaquant. Par rapport au Sénégal, ici on travaille très dur, mais quand même on va gérer petit à petit. Je viens ici pour marquer des buts aussi. Sadibou et Ibou Sané ont déjà évolué avec le FC Metz en match amical. Le second s'est d'ailleurs distingué en inscrivant un doublé face à l'Estac 3 lors de la victoire 3-0 des Grenats. L'idée est désormais de les voir évoluer dans un avenir proche en Ligue 1. Ça travaille bien, on est très content de les avoir et je pense que ce sont des joueurs qui vont apporter quelque chose au FC Metz dans un avenir, comme je l'ai dit, proche ou lointain, on verra ça. Mais en tout cas, ils sont dans la lignée des bons joueurs qui viennent du Sénégal. Les joueurs feront sans doute partie du groupe en déplacement aux Pays-Bas pour l'ultime répétition avant la reprise du championnat. Malheureusement, les supporters ne pourront se rendre sur place à cause d'une interdiction formulée par les autorités néerlandaises en manque d'effectifs. Côté sportif, le FC Metz va enregistrer l'arrivée d'un nouveau joueur offensif en début de semaine prochaine. Cindy Ergotte, originaire de Saint-Jean-Rohrbach, était destinée à cela. Créer son propre jardin pour le cultiver. Passionnée de jardinage dès son plus jeune âge, c'est principalement avec sa grand-mère que Cindy y prend goût. Cependant, c'est dans l'administration qu'elle commence sa carrière professionnelle. Elle va alors passer plus de 15 ans éloignée des champs et des cultures.
Mais l'idée de concevoir son jardin reste toujours ancrée dans un coin de sa tête. Il y a quelques années, une étape importante va lui permettre de changer de vie. Quand on a acheté notre maison, qui est une ancienne ferme, en 2012, on s'est dit, vu le terrain attenant à la maison, on a grosso modo 1,5 hectare de terrain. On s'est dit qu'il fallait en faire quelque chose, quoi. Ce serait dommage de le laisser en friche et de ne rien en faire. Après avoir tout plaqué, elle se lance dans la création de son entreprise baptisée Au Jardin d'Étain. L'entreprise voit le jour en juin 2022, un projet qui lui aura coûté au total plus de 100 000 €, aidé par quelques subventions. 2 serres sont installées, une pour la culture et l'autre pour les semis. Une surface de 2200 m² en tout, où plus d'une 50aine de variétés de légumes bio seront cultivées. Labellisée bio, c'est le 8 juin dernier qu'elle a vendu ses premiers légumes, avec pour l'occasion la collaboration avec 3 autres agriculteurs. Ce qui m'a donné envie de faire du maraîchage, c'était vraiment ce retour à la terre, retrouver des vraies valeurs, des choses plus simples et pouvoir créer mon entreprise et m'installer et faire quelque chose qui me passionne aussi et le partager avec mes futurs clients. La vente de sa production a lieu directement dans sa ferme tous les jeudis de 16 h à 19 h. Un choix important fait dès le début qui présente plusieurs avantages pour elle. De vendre directement à la ferme, déjà ça permet de ne pas avoir trop de manipulation de légumes, de manutention, de chargement, de déchargement, de choses comme ça, quoi. Alors que dès qu'on se déplace, ça devient des contraintes supplémentaires, quoi, en fait, et ça prend beaucoup de temps. Le temps que je perds dans mes déplacements, où je ne suis pas là, je ne suis pas dans les champs en train de travailler. Elle n'envisage d'ailleurs pas d'ouvrir de boutique et souhaite continuer à fonctionner comme elle le fait aujourd'hui. Elle a cependant une autre idée pour le futur. Alors la suite, j'espère pour cette année, on verra bien, au pire l'année prochaine, j'aimerais bien faire de la transformation de légumes. Donc, parlant de transformation, ça peut être des tartinades, des chutneys, des choses comme ça, quoi, en fait. Car on a déjà un labo de transformation par le biais de l'exploitation de mon mari, des escargots. Et du coup, j'aimerais bien le réutiliser pour faire un peu de transformation en légumes. Avec l'aide de son mari, Cindy Ergotte espère atteindre près de 20 000 € de chiffre d'affaires pour sa première année. Et si c'est le cas, après de nombreuses années loin de tout ça, le retour aux sources aura vraiment été réussi. La dame au chapeau, Geneviève de Fontenay, est décédée dans la nuit d'un arrêt cardiaque. Native de Longwy en Meurthe-et-Moselle, l'ancienne directrice du comité Miss France a toujours été attachée à la Lorraine. Fille d'ouvrier d'Agondange en Moselle, elle avait fait sa scolarité à Metz. Miss Élégance en 1957, elle avait repris l'élection Miss France de 1981 à 2009 avant de s'occuper de Miss Prestige National jusqu'en 2016. Connue pour son franc-parler et son style vestimentaire, elle continuait à parcourir la France pour rencontrer son public. La plus grande représentante française des concours de beauté avait 90 ans. Regardez-moi ce bleu, en espérant que le ciel de demain soit de la même couleur.